Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler un peu de comment est-ce qu'on fait pour évoluer d'un technicien qui a monté sa boîte, son MSP, à comment est-ce qu'on devient petit à petit chef d'entreprise, gestionnaire d'entreprise. Donc Thomas, tu vas nous parler un peu de ton expérience, tu vas parler un peu de tout ce que tu as vu. Euh, C'était chaud un peu pour nous partager cette expérience. J'ai connu les deux côtés et puis on accompagne des centaines de MSP, donc j'ai quelques anecdotes à raconter. Parfait, parfait. Une des choses qu'on dit souvent chez BMSP, c'est que des fois, l'expertise technique, elle peut te freiner. Elle est nécessaire pour faire ton boulot, mais finalement, elle peut te freiner un peu au quotidien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Oui, parce que souvent, on observe déjà qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs dans le monde du MSP qui sont à la base des techniciens. Donc il y a beaucoup de gens qui étaient techniciens dans une boîte, puis ils s'en vont et puis ils montent leur boîte. Donc, c'est souvent comme ça et du coup, ils sont quand même beaucoup rattachés à la technique. Mais ils n'ont pas le côté souvent un peu business, développement, etc. Et c'est vrai qu'il faut un peu se détacher de cet aspect trop les mains dans le cambouis pour prendre de la hauteur et puis développer son entreprise. Donc, d'expérience, quand même, ceux qui réussissent vraiment, c'est quand le dirigeant est quand même plus orienté business que vraiment un pur technique, même s'ils ont toujours quand même ce background. Ou un duo, quelqu'un qui va prendre en charge le business à fond et l'autre qui va garder un peu ce casquette de directeur technique. Ouais, tout à fait, ça fonctionne généralement bien. Hmm. En tout cas, s'ils ont la même vision des choses. Parce que tu peux très bien. Ils peuvent Ouais. ne pas avoir la même idée de départ. Et, voilà, celui-ci qui est technique, il veut rester dans son coin tranquille. L'autre, il veut monter une multinationale. Ça marche pas. Mais bon, en tout cas, il y a des modes de fonctionnement qui peuvent très bien marcher si c'est bien exécuté. Comment ça a marché pour toi, par exemple, quand tu as monté toi, ton MSP? Tu étais seul associé. Ouais. Donc, tu avais ces deux casquettes. Finalement, tu venais un peu de la technique. Et puis après, tu es devenu. Tu as aussi développé le business quoi, en même temps. Comment tu gères un petit peu ces deux côtés-là? Bah, en fait, c'est justement d'avoir eu cette expérience. Parce que moi, j'étais technicien et j'étais pas du tout entrepreneur, enfin, le côté business. Donc, en fait, cette première expérience de MSP, en fait, j'ai développé très doucement, essentiellement par bouche à oreille, etc. Mm. Et après, quand j'ai été racheté, bah, du coup, j'étais dans une autre société où il y avait vraiment une dynamique, où c'était drivé par le commerce et le business, et ça n'a rien à voir, en fait, après, en termes de vitesse de développement. Et du coup, quand on a monté BMSP, on est parti à deux en binôme, technique, commerce, et ça fonctionne. Ouais. Tu as vu le switch vraiment entre les deux modes, quoi. Oui, c'est pas du tout la même cadence de croissance. Ouais. Mm. Et justement, parce que c'est une discussion que j'ai eue souvent avec des gens qui gèrent des MSP, mais c'est des fois, ils ont un peu. Euh, ça peut faire peur d'aller trop vite parce que tes process sont pas en place, parce que tes équipes sont pas en place, parce que voilà, tu peux pas aller chercher trop de clients d'un coup. En même temps, tu es obligé d'aller en chercher quand même. Comment tu gères un petit peu ça et comment toi tu l'as géré? Parce que j'imagine que du coup, tu as vu la vitesse s'accélérer. C'est bien aussi, mais derrière, il faut pouvoir aussi livrer. Comment tu gères un peu ce Ouais, c'est côté-là? une bonne question. Je pense qu'en fait, je pense qu'il vaut mieux être tiré par le business et les clients qui rentrent que chercher à que ce soit tout parfait. Parce qu'en fait, quand tu as les clients qui rentrent et que c'est un peu, tu tires la bourre, en fait, c'est ça qui va te booster, te forcer à travailler plus, mieux, etc. Et aussi, d'un côté purement financier, bah, quand tu as des clients qui rentrent, bah, tu as l'argent qui rentre aussi. C'est vrai. Donc c'est quand même beaucoup plus confortable d'avoir de l'argent qui rentre. Après, effectivement, tu vas avoir des phases où effectivement tu vas être un peu en surcharge, mais tu sais que comme l'argent rentre, bah, tu peux embaucher une personne en plus. Donc ça reste quand même un cercle vertueux d'être un peu tiré par le business. Après, il faut pas trop, faut rester une certaine Faut pas éclater en cadence. route, Ouais, faut pas en mettre mais 10 clients dans le mois, ouais, quoi. c'est ça. Mais tu peux étaler un peu les choses, que ça soit bien fait. Mais en tout cas, c'est mieux d'être un peu drivé comme ça par le Tu business. te mets volontairement un peu en inconfort, de par le côté technique où tout n'est pas parfaitement fait, mais, tu y vas quand même, tu t'ajoutes des clients pour te mettre dans cette dynamique-là, en gros. Oui, parce qu'en fait, c'est dur des fois de mettre des process parfaits s'ils n'ont pas été éprouvés Mhm. sur le terrain. Et donc, en fait, il n'y a rien de mieux que d'avoir des vrais clients qui arrivent pour, du coup, faire le truc. Donc, du coup, ok, bah, si tu n'as pas de process de, je sais pas, d'onboarding d'un nouveau client, bah, ok, tu en as trois qui arrivent, bah, du coup, tu construis le process sur le tas, quoi. Ouais, au fur et à mesure. Voilà. Mhm. Mais bon, tu fais le process quand même. Hein. Tu Ouais, le bien fais sûr. pas.
En quoi le fait d'être très bon technicien, ça pose problème finalement quand tu veux développer ton business après, selon toi? Mais je pense qu'il y a un petit côté, être un peu des fois on est un peu perfectionniste, où on va plutôt voir le côté, technique, la belle technique, la belle technologie, on va plus être attiré par ça ou les features et cetera Mmh. et sans forcément y voir les aspects, business. Est-ce que ça va me faire gagner du temps? Est-ce que ça va être facile à vendre? Est-ce que ça va pas trop impacter, ma rentabilité du fait du coût des outils et cetera? Donc, d'avoir une approche trop technique sans, avoir une vue globale de qu'est-ce que cet outil, va pouvoir apporter à mon entreprise ou à mes clients sur un côté purement, voilà, quelle valeur ça apporte? Est-ce que on peut parler de ROI ou autre, mais, voilà, est-ce quand on est trop orienté technique, on peut perdre de vue cet aspect. Mmh, OK. Est-ce qu'il y a un peu un piège des fois de trop s'enfermer dans le technique? Parce qu'au final, quand on est très bon dans son métier, mais qu'on est aussi chef d'entreprise, bah, plus on évolue, moins ces compétences initiales qui nous ont permis de construire la boîte et d'avoir nos premiers clients, de les gérer et cetera, sont, utiles en quelque sorte. Elles sont utiles parce qu'on peut gérer des équipes, mais il faut savoir les gérer, savoir transmettre. Est-ce qu'il y a pas un peu ce risque entre guillemets à être, trop bon technicien? Quand tu évolues après, quand tu veux évoluer, est-ce que tu dois pas, mettre ton focus ailleurs? Ben, en fait, l'idéal, c'est de réussir à après s'entourer de gens qui sont, aussi bons, voire meilleurs que toi, en fait, sur des sujets, et qu'en fait, ils puissent quelque part prendre, la relève et puis de venir intervenir un peu ponctuellement pour apporter, ton expertise. Mais après et de toute façon, quand on commence à avoir d'autres rôles, je trouve que c'est dur de toujours être, up to date sur ce qui se fait ou autre. Donc en fait, un peu, pas naturellement, mais tu commences un peu à être un peu déconnecté, du terrain où tu as pas suivi les dernières évolutions et cetera. Donc, voilà, mais le mieux, c'est c'est ce que font les bons entrepreneurs, hein. Ils Mmh. s'entourent de gens qui sont meilleurs qu'eux-mêmes sur des spécialités, bien précises. Comment tu fais toi? Parce que, pour t'entourer un peu des meilleurs justement, est-ce que, tu as, avec l'expérience que tu as, tu as détecté certaines façons de faire? Tu as une façon peut-être de recruter particulière? Comment tu t'entoures toi justement des bonnes personnes? C'est une bonne question. Je pense que nous, on regarde d'abord les qualités, humaines de la personne. Est-ce que c'est une bonne personne déjà? Et puis après, savoir si elle est, autonome, si elle a soif d'apprendre, si elle cherche à progresser, et pas trop enfermée dans juste ce qu'elle sait faire et point barre. Donc, ouais, et puis c'est vrai que toujours avoir enfin sur des asp ça dépend des postes, hein, mais, je pense sur des aspects techniques, on va quand même regarder qu'il ait des expériences, terrain, enfin, tu vois, qu'il Mmh. ait fait des choses, quoi, ouais, ouais, et puis qu'il soit, curieux. Heu, voilà. Après sur d'autres postes, plus, commerciaux ou autres, je pense que tu peux être beaucoup plus large en termes de profil, hein, faut plutôt vraiment chercher des bons profils en termes de soft skills, hein, on parle souvent. Mais je Ouais. pense que c'est ça qu'on recherche, nous, ouais. C'est pas forcément en gros juste une question de est-ce que la personne a de l'expérience dans le milieu, forcément de la tech, mais, en gros, Ouais, je pense que c'est comment pas toujours, obligatoire, ça dépend des postes, mais, OK. même, chez les MSP, souvent on conseille d'avoir un poste de dispatcher dans les équipes Mmh. support qui vient prendre les appels entrants et cetera et on a presque, on conseille plutôt de prendre quelqu'un qui est justement pas technique. Ouais. Parce que du coup, mais par contre, qui est un très bon relationnel, mais du coup, hop, elle va pouvoir prendre les infos. Et puis après, le petit vernis technique, bah, il vient vite, hein. Quand tu Ouais, au prends fur et à mesure, 50 tu commences appels à par comprendre. jour, Tu commences à les comprendre un peu problèmes, les tu les termes. connais rapidement, quoi. Mmh. Mm. Du coup, toi, c'était quoi ton déclic personnel quand, tu t'es dit: «OK, il faut que j'arrête d'être trop dans l'opérationnel et que j'ai plus une casquette de dirigeant, de manager et de développer mon équipe»? Mm. Quand est-ce que tu as pris conscience de ça et comment c'était quoi un peu le contexte? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Je sais pas s'il y a vraiment eu un moment précis, mais je pense que c'est toujours et surtout quand dans ma première expérience, j'étais quand même très dans l'opérationnel. J'en suis jamais vraiment trop sorti. Mmh. Même si un petit peu, je commençais un peu quand même à déléguer certaines choses. En fait, c'est surtout, tu vas te dire, OK, il y a tel truc que je fais, je vais essayer de te trouver quelqu'un qui va pouvoir prendre la suite. Et après, te libérer cette partie-là. Je pense que c'est pas un truc où du jour au lendemain, hop, tu es dans l'opérationnel, tu l'es plus, quoi. Ouais.
Mais c'est plutôt sur des tranches d'activités ou des activités que tu fais, dire ok, ça, ce truc-là, je vais pouvoir le confier à quelqu'un. Voilà. Et après, comme on reparlait un peu sur les aspects business, quand la boîte se développe et que tu as les moyens d'embaucher la bonne personne, c'est plus facile que quand il n'y a pas de client Mhm. pour le faire. C'est souvent un peu le piège parce que du coup, et d'ailleurs pour revenir à cette question, c'est que quand il y a un moment où tu veux quitter l'opérationnel, si tu n'as pas des clients qui rentrent de manière régulière, c'est pas possible, t'as pas les moyens, quoi. Donc, Ouais, ouais. vaut mieux tirer un peu, mettre un peu un coup de collier, puis après, tu sais que tu vas pouvoir recruter des ressources qui vont pouvoir t'aider à te libérer du temps à toi, quoi. Mhm. Et t'avais fait des choses en particulier quand tu devais déléguer une partie, une tâche, un travail. Tu as une façon de procéder en particulier Pas très formel, mais en général, je vais appeler du ghosting, quoi. Tu fais le truc un peu à deux. D'abord, la personne te regarde faire, puis après, tu es avec elle, mais tu la fais faire, tu lui fais faire, et puis après, gentiment, tu sors du process Mhm. jusqu'à ce que tu sois Ok, plus dedans, quoi. super. Et après, nous, on travaille beaucoup sur rendez-vous, par exemple, avec des liens Calendly ou des choses comme ça. Mhm. Et du coup, quand tu utilises ces systèmes-là, en fait, derrière des liens de rendez-vous, tu peux définir chez qui ça va tomber, quoi. Mhm. Donc, il y a un moment, du coup, tu peux dire, ok, tu peux t'enlever La liste. de la liste et hop, plus de Plus de rendez-vous. rendez-vous. C'est vrai que ça, c'est magique quand ça se passe et Ouais. que ça commence vraiment à tourner, mais ça, c'est un certain engagement quand même. C'est-à-dire que des fois, les choses vont pas être faites tout de suite. Il y a un vrai investissement en fait à commencer à déléguer, à commencer à lâcher du lest là-dessus, quoi. Ouais, ouais, ouais. Puis après, tu as toujours un peu cette crainte, est-ce que ça va être bien fait ou C'est autre. ça. Mais je pense qu'après, il faut être quand même dans le lâcher-prise. Hmm. Une fois que tu es dans le lâcher-prise, après, tu passes à autre chose, quoi. Ouais, ouais. Comment tu expliques qu'il y a tant de patrons de boîtes de services informatiques qui ont du mal justement à sortir un peu de ce côté technique et qui ont du mal à aller vraiment plus dans le développement de l'entreprise? Ils vont pas aussi vite qu'ils aimeraient. Des fois, déjà, c'est eux des techniciens à la base. Donc, ils sont pas forcément trop dans le développement de l'entreprise. Et des fois, on voit, c'est pas une généralité, mais il y a pas mal de boîtes de tech où il y a que des techs, en fait. Il n'y a pas vraiment de commerciaux. Donc, c'est sûr que ça travaille beaucoup par bouche à oreille. Après, l'avantage, c'est que ils ont des clients contents parce que du coup, c'est que des Le techs. Donc, ils service est s'occupent impeccable. tous, c'est nickel, ils s'occupent tous bien des clients. Donc, du coup, ils sont recommandés, etc. Et après, sinon, des fois aussi, ils peuvent recruter des commerciaux. Mais enfin, je trouve pour quelqu'un qui est technique et qui recrute des commerciaux, c'est pas facile parce que déjà, tu sais pas toi-même les manager, tu sais pas les coacher. Donc, Ouais. c'est Et pas toujours ça, simple. c'est vrai dans les deux sens. C'est-à-dire que Oui, si toi-même, tu es plus un profil, on va dire, de dirigeant, de commercial de base, si tu veux travailler avec des techs, tu n'es pas forcément dans ce même milieu, tu comprends pas forcément les mêmes choses, tu sais pas trop comment les gérer, les manager, quoi. ouais, ouais, ouais. Hmm. Je pense que le pire, soit de manager des développeurs. C'est sûr. Si toi-même, tu l'es pas, ça peut être compliqué, quoi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il travaille la nuit, pas la journée? Comme tout le monde. Tout à l'heure, tu parlais de lâcher prise un peu chez les MSP. Est-ce que tu as des conseils un peu pour ça? En fait, je pense que c'est surtout humain, mais c'est la confiance, quoi. Ouais. Hmm. Alors, comme on dit, la confiance n'exclut pas Le le contrôle, contrôle, mais ouais. d'une certaine mesure. Hmm. Ouais. Moi, j'aime bien travailler avec des indicateurs, enfin, en tout cas, suivre avec des indicateurs. Parce que du coup, si tu as des indicateurs ou si tout est dans des systèmes, en fait, c'est assez simple de voir si tout se passe bien, s'il y a de l'activité qui est faite, etc. Donc, voilà, tu peux lâcher prise et puis tu passes en mode pilotage plutôt. C'est quoi les indicateurs qui sont les plus importants quand tu as un MSP? Après, si on regarde vraiment le business, pour moi, c'est vraiment le récurrent. Mhm. Au niveau de récurrent, c'est plutôt les aspects commerciaux. Et après, je pense que les ratios importants, c'est on va chercher à travailler l'efficacité. Donc l'efficacité, la proactivité. Donc pour la proactivité, c'est en fait combien de tickets me génère un client ou un poste. Donc en fait, c'est aller travailler des ratios sur le nombre de tickets par poste parce que tu Mhm. sais que si tu es proactif, tu vas faire baisser cet indicateur. Donc si tu ne mesures pas cet indicateur, tu ne peux pas savoir si tu es vraiment proactif et si ta proactivité a un effet positif. Mhm. Donc avoir ce ratio entre le nombre de postes que tu gères
et le nombre de tickets qui est généré. Hein. Ce n'est pas le volume de tickets, mais c'est vraiment le ratio entre les deux. Ça, c'est facile à faire. Et puis après, le temps qu'on passe derrière. Hein. Mais l'idée, c'est de savoir combien te coûte gérer un poste ou un utilisateur. Hein. Donc en fait, c'est important de savoir combien de temps ça représente de gérer un poste. Donc après, on peut ramener ça au temps que me prend un poste chaque mois Ouais. en gestion. Et après, derrière, tu peux de ça calculer combien de postes peut gérer un technicien. Et du coup, quand tu travailles ces aspects-là, tu peux passer de un tech pour 200 postes à 300, 400, 500, voire 1000 postes pour les tout meilleurs. Quoi. Ouais, après, une fois que tu as mis en place tout ça, cette structure-là, tu es un peu toujours dans un process d'amélioration continue, c'est-à-dire qu'avec ton équipe, tu peux voir clairement où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'il faut essayer d'améliorer ce mois-ci, et après tu commences à trouver des solutions par rapport à ça, quoi. Oui, parce qu'on dit souvent on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Tout à fait. Et donc, voilà, c'est un peu ces indicateurs-là qu'il faut venir améliorer. Ça, c'est vraiment la profitabilité d'un MSP. En fait, c'est que j'ai des abonnements qui tombent tous les mois et il ne faut pas que ça me prenne trop de temps. Quoi. Clairement. Donc, voilà, les abonnements tous les mois, c'est le récurrent. Et puis, que ça ne me prenne pas trop de temps, c'est ce temps par poste, plus les outils. Mais après, l'idée, c'est d'être capable de mesurer la rentabilité de tes contrats. Quoi. Tout à fait. Concrètement, quand tu commences à déléguer, où est-ce que tu poses un peu les limites entre ce que toi, tu dois gérer et entre ce que tu dois déléguer? Comment tu quadrilles un petit peu ça? Parce qu'il y a toujours des choses, des fois, où il faut se trousser un peu les manches et aller faire soi-même. Comment tu jauges ça? Je pense que de manière générale, c'est pas spécialement pour soi, mais c'est déjà essayer d'aller sur les choses où on est le meilleur. Et aussi là où on va apporter le plus de valeur à l'entreprise. On pourrait parler d'impact, en fait. Donc, c'est quoi dans ce que je fais? Qu'est-ce qui a de l'impact ou qu'est-ce qui n'a pas d'impact? Donc, ce qui n'a pas d'impact, surtout si ça me prend beaucoup de temps. Donc, tu peux regarder, est-ce que ça me prend beaucoup de temps ou pas? Et est-ce que ça a de l'impact ou pas? Donc, voilà. Donc, ce qui me prend beaucoup de temps et qui n'a pas d'impact, ça vaut mieux que je le laisse à quelqu'un d'autre. Voilà, si c'est quelque chose qui a beaucoup d'impact, qui ne prend pas trop de temps, là, c'est clair que je continue à le faire. Et si ça me prend beaucoup de temps, à voir, peut-être que quelqu'un, peut-être être spécialisé sur ce truc-là, peut faire du sens. Quoi. Mais idéalement, je pense qu'il faut se focaliser sur ce qui a de l'impact et ce qui n'est pas méga chronophage. Quoi. Ok. Et qu'est-ce que tu penses un peu de la charge mentale, entre guillemets? Parce que des fois, on a plein de petites tâches qu'on fait qui ont un impact parfois important, mais qui ne nécessitent pas forcément des compétences techniques très poussées. Et on se dit, bah, ça me prend 5 minutes de temps en temps, ou 5 minutes un peu tous les jours ou autre. Et du coup, on peut avoir tendance à pas vouloir le déléguer. Est-ce que c'est une bonne chose? Au contraire, est-ce que toi, tu es plus adepte de, bah non, on enlève le maximum de charge mentale dans la tête d'un entrepreneur pour qu'il puisse se concentrer sur son quotidien? Je pense que tout ce que tu peux éliminer et transférer à quelqu'un, je pense qu'il faut le faire. Après, Le plus vite possible. il n'y Bon, a ouais. jamais d'urgence. Mais en fait, il faut toujours se demander si je ne suis pas là, est-ce que cette tâche elle est critique ou pas, ou s'il n'y a pas de notion de criticité, et puis qu'on peut venir on peut continuer à la faire, mais je pense que c'est important de déléguer un peu toutes ces petites tâches, ou en tout cas les processer, tu vas faire une petite procédure. Après, c'est vrai que des fois, le problème, c'est quand c'est des trucs qui ne sont pas trop récurrents. Ouais. Voilà, c'est une fois par mois. Ouais, ça, J'y fais vite fait. Je ne vais pas m'embêter à faire la procédure, mais je pense que c'est quand même important d'éliminer un peu toutes ces petites tâches. Et puis après, dans l'organisation, souvent, tu vas trouver des gens qui sont très aptes à faire ce genre de choses. Ton DAF, ta comptable, ce genre de choses, on peut lui faire tes tableaux Excel. Ouais. Ça n'a pas de problème. Ça C'est sera clair. peut-être mieux fait que quand tu le fais. C'est clair, c'est clair. Quand on parle de structurer, de déléguer, il y a souvent quelque chose que les entrepreneurs peuvent se dire, qui disent personne ne fera aussi bien que moi. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire par rapport à ça? Mais c'est vrai. Oui, mais c'est vrai qu'on a toujours un côté perfectionniste, ou en tout cas, si derrière, on veut que les choses soient toujours faites au mieux possible. Voilà. Mais après, il faut aussi se dire que quand c'est toi qui le fais, ça coûte peut-être cher à l'entreprise aussi. Donc, En fait, tout n'a pas besoin d'être fait parfaitement. ouais, ça d'une peut être. part.
Parce que c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, c'est toi qui es le plus investi dans ta boîte, c'est ta boîte. Mm, mm. Donc, tu peux pas forcément demander à des employés d'avoir le même investissement que toi. Enfin, ils ont pas la même vision un peu des choses que toi, quoi, forcément. Mais par contre, ouais, c'est pas pour autant que tu dois tout garder à ta charge, quoi. Ouais, je pense que déjà, tu peux transmettre pour qu'ils le fassent très bien. Hmm. Voilà, c'est juste après, c'est du transfert de connaissances. Et puis après, effectivement, moi j'aime bien l'expression good enough, quoi. C'est-à-dire, moi, voilà, Ouais. c'est assez bien pour que ça fasse le boulot, le client il est content. Voilà, c'est pas grave si on n'a pas mis la couche de vernis à la fin, quoi. Je conseille souvent aux MSP de tuer leur ego. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire et c'est quoi le problème si tu ne fais pas ça? En fait, on va tuer personne. Mais des fois, c'est vrai que souvent sur les entrepreneurs ou les chefs d'entreprise, ils ont quand même une certaine assurance ou une certaine. Ils ont leurs idées, hein. On est fier de ce qu'on fait, quoi. Ouais, on est fiers de ce qu'on fait. C'est- Puis des fois, je trouve qu'il y a pas toujours. Il y en a qui peuvent avoir du mal à remettre en question Hmm. leur choix, etc. Des fois, c'est compliqué. Si tu as investi des trucs, ça fait des années que tu as construit quelque chose, une façon de faire et autres, bah, c'est des fois des remises en question. Et donc, en fait, là, on vient toucher l'ego, en fait. Ouais. Donc après, des fois, bah, pour faire des gros changements, il faut être capable de remettre un peu tout ça en question, être sûr que, et pouvoir repartir d'une feuille blanche. Et parce que selon toi, c'est quelque chose qui bloque après dans l'évolution, quoi qu'il arrive, quoi. Oui, parce qu'en fait, tu as des paliers, en fait, et si tu n'es pas capable de remettre certaines choses en cause pour franchir certains paliers, tu vas être freiné. On parle souvent un peu de plafond de verre, tu vois, mais Ouais. souvent ce qui limite le plus une entreprise, c'est son dirigeant. Ouais. Sur la partie mentale, sur Ouais. comment il doit mettre en place les La choses, etc. vision, ses propres freins, ses propres croyances et limitations. Ouais. Et ça, as avec ton expérience, qu'est-ce qui, toi, t'a permis de passer des paliers supérieurs? Donc, tu parlais, par exemple, tout à l'heure de t'entourer des meilleurs, mais est-ce que tu vas faire appel à, je sais pas, des coachs ou des gens qui vont t'aider sur certains sujets en particulier? Comment tu procèdes, toi, en général, sur ces sujets-là? Alors moi, j'ai jamais eu de coach, mais par contre, effectivement, je vais beaucoup dans des conférences, je lis Mhm. des livres, des articles. Donc, je fais quand même beaucoup de choses. L'aspect communautaire, pour toi, c'était quelque chose qui était Ouais, ouais, ouais. important. Bon, moi, j'ai tout appris en allant aux études aux US, voir des confs, écouter des gars ou Mhm. discuter avec d'autres MSP là-bas. C'est ça. Puis après, ils te disent, ah, tiens, tu devrais lire tel livre, ou voilà. Ou tu vois un auteur qui fait une keynote, et puis tac, tac, tac. Et tout ça, après, bah, tu viens prendre des idées, puis c'est ça qui fait que tu t'améliores. Moi, je trouve ça toujours très intéressant d'aller dans des conférences, parce qu'il suffit que tu gardes, tu reviens avec deux, trois idées actionnables, Ouais, ça y est, t'as t'as rentabilisé, rentabilisé, parce c'est que des clair. fois, il y a des trucs qui peuvent avoir des impacts super importants sur ta boîte, hein. Ça te met dans un autre état d'esprit aussi parce que tu Mm. vois d'autres personnes qui ont envie d'avancer. Et donc forcément, sur ton humeur, sur ton moral, sur l'énergie que tu as envie de mettre pour développer ta boîte, quand tu reviens de ce genre d'événement, souvent tu es surboosté, quoi. Ouais, c'est clair, tu as la motive à fond, et puis c'est un Mm, peu, ok, qu'est-ce que tu peux faire lundi pour que. c'est ça, Qu'est-ce que tu vas changer lundi en rentrant, quoi. c'est clair. C'est quoi du coup le profil idéal à recruter pour sortir un peu de ce piège de technique? Est-ce que c'est un commercial? Est-ce que c'est autre chose? Ça dépend un peu de ta situation. Je pense que si tu démarres et que tu peux partir avec un associé avec un background plus commercial, ça c'est pas mal. Si tu es toi-même technicien, je pense qu'il faut chercher à gagner du temps. Alors souvent, on pense que le plus rapide, c'est d'embaucher un technicien, mais je pense qu'on c'est plutôt d'embaucher une assistante Hmm, qui va pouvoir déjà te libérer un peu de toutes ces petites tâches administratives, peut-être faire du dispatch, etc. Tu peux lui faire faire quand même pas mal de choses. Et après, tu rajoutes un technicien en plus, donc une assistante, un tech. Déjà, ça va te libérer pas mal de choses parce que c'est quand même toi le premier commercial de la boîte, quoi. hmm. Donc, libère-toi du temps pour aller vendre toi, même si tu n'es pas commercial. Oui, c'est un peu un passage obligé, quoi. Ouais, Si t'as pas d'associés commerciaux, c'est pas. c'est toi Hmm, qui dois y aller. c'est clair. Et donc, vu que tu dois y aller, ben, il faut que tu te libères du temps. Hmm. En fait, il vaut mieux investir dans des ressources qui vont te faire gagner du temps que d'investir dans un commercial, par exemple, parce que ça coûte quand même assez cher un commercial. C'est difficile
à manager. Et puis, le temps qu'il soit formé, qu'il soit pertinent, il sera moins pertinent que toi. Ouais, ouais, bien sûr. Donc, ouais, c'est effectivement. Donc, selon toi, avec quelqu'un qui va t'aider un peu à gagner du temps sur des dispatchages de tickets, ce genre de choses, quoi. Ouais, ouais. Ok. C'est quoi la différence de ce que tu as vu entre un bon MSP et un MSP qui est exceptionnel, qui vraiment sort du lot, quoi? Ceux qui sortent du lot, c'est un gros mindset sur l'amélioration continue. Tout le temps chercher à optimiser, automatiser, standardiser un peu des ayatollahs. Hein. Ils ne tolèrent pas l'exception. Et puis un gros focus business. Ouais. Alors, focus business et qui vendent cher. Ouais. Oui, c'est une des clés parce que sinon, tu n'arrives pas à rentrer dans tes frais, quoi. Ouais, parce que si tu vends cher, tu as les moyens, tu peux recruter des top guns à la technique, tu peux mettre des bons outils derrière, etc. Et en fait, c'est une spirale vertueuse. Tandis que si tu as on va dire une qualité de service qui est moyenne à médiocre, que tes prix sont pas très hauts, c'est pas les contrats que tu rajoutes qui te font trop, qui te donnent des moyens pour aller embaucher des meilleurs mecs ou changer tes outils ou rajouter de l'automatisation, etc. Et à ton avis, c'est quoi qui se passe entre quelqu'un qui facture plus cher que quelqu'un qui facture moins cher? Est-ce que c'est vraiment la qualité de service derrière ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est juste un aspect presque un peu mental? Est-ce que c'est du mindset par rapport à ça ou en général, c'est quoi qui fait que tu peux facturer plus cher et donc développer plus? Oh, c'est vraiment un mindset. Hein. Ouais. En fait, c'est comprendre les problèmes du client et le persuader que tu vas les résoudre. Et tu veux le faire. Oui, bien sûr. Il faut délivrer derrière. Mais oui, et c'est comment est-ce que tu viens impacter son entreprise, comment tu vas le libérer de ses soucis, résoudre un gros problème qui lui fait perdre du temps ou qui met son entreprise à risque. C'est ça qui fait que les gens ils arrivent à vendre cher. Et surtout si tu arrives à le faire sur des secteurs d'activité que tu connais un peu des niches les termes, plus le précises. jargon. Voilà. Ouais. Là, tu peux être. Je pense que ceux qui vendent le plus cher, c'est des gens qui sont hyper spécialisés sur des niches, quoi. Ouais, et puis ça rend tout plus simple, parce que tes messages sont beaucoup plus précis, tu adresses à un public beaucoup plus précis, ouais. Tu sais où chercher en fait. C'est super sharp. Puis en plus, sur un secteur d'activité, ils ont tous les gros mêmes problèmes, quoi. Ouais, c'est clair. Je sais pas si tu fais les architectes, par exemple, ils ont beaucoup de fichiers qu'ils doivent échanger à leurs clients, etc. C'est une tannée. Toi, donc, si tu arrives, ok, tu vises les architectes, tu fournis de base la plateforme d'échange de fichiers volumineux, sécurisée, Là, tu etc. prévois tout. Tu vois. Ouais. Et des fois, sortir un petit peu juste des outils presque MSP, de se dire qu'est-ce que je peux rajouter en plus, qui peut-être peut sortir un peu du cadre de base que j'avais en tête, peut servir à faire des offres plus spécialisées. Oui. Oui, parce que des fois, le problème ou le besoin d'un client, toi, tu crois que c'est la sécurité de son poste, mais il n'en a rien à battre. Mais par contre, il envoie souvent des fichiers à son sous-traitant. Et voilà. Je sais que dans mon premier MSP, on avait développé une petite plateforme d'échange de fichiers, comme ça, pour revenir sur cet exemple. On l'avait packagé, on avait mis notre nom et tout, et ça faisait partie du package, et on le donnait à tout le monde en standard. Ils avaient accès au truc et tout, et les gens étaient fans. Ah, ils sont super contents. Et toi, derrière, par contre, tu as quand même les autres outils où tu sais que tu as besoin de les sécuriser, comme ça, ils n'ont pas d'autres problèmes. Ouais. Mais c'était vraiment c'est le genre de feature, ce qui fait qu'ils sont... C'est un service à valeur ajoutée. Tu leur fais gagner du temps. Parce que moi, je te parle de ça il y a une petite quinzaine d'années, quoi. Hein. Ouais. Donc, quinzaine d'années, l'échange de fichiers volumineux, c'était vraiment une galère, quoi. C'est pareil. Ouais. Tu vois, donc là, tu pouvais... Ouais, les gens étaient méga contents d'avoir ça, quoi, dans leur package. Ouais. Et c'est ça qui fait la différence, je pense, entre différents prestataires. C'est quoi les petits services en plus, les trucs qui vont faire la différence, quoi. Et des fois, c'est des choses toutes simples. Donc, il y a cet aspect-là, mais aussi beaucoup de mental aussi sur, comme, en fait, deux MSP égaux d'apparence, l'un peut facturer beaucoup plus cher que l'autre, quoi. Et c'est surtout se dire, c'est possible, en fait, de le faire et de s'entourer de personnes qui peuvent te pousser un peu à y aller, quoi. Oui. Après, je pense que c'est vraiment faut changer le mindset et vraiment aller sur comment est-ce que j'apporte plus de valeur à mon client, quoi. Parce que nous, on voit des gens qui vendent
à 100 euros et plus le poste, et on en voit qui sont à 19 euros. Hein. Ah, bien sûr, Donc après, entre ça, il y a un monde, mais après, le discours bien sûr. n'est pas du tout le même. Hein. Si demain tu devais tout recommencer, tu relances un MSP, c'est quoi les erreurs que tu éviterais à tout prix? Déjà, je ferai une offre bien simple, qui parle aux gens. Je motive dès le début, Avec quoi, assez par exemple? largement. Ouais, les classiques PSA, RMM, mais c'est vraiment mettre tout de suite tous les outils et tout de suite commencer à construire ses process, en fait. Hmm. Parce que je pense que c'est ça, c'est le fait, quand tu le fais à petite échelle, c'est beaucoup plus facile de s'améliorer, de processer, que quand tu es à 5-6 et que tu n'as rien structuré, et là, tu es dans le dur. Et Hmm. là, c'est compliqué de remettre les choses en cause. Donc, plus tu travailles tôt sur optimiser tes process et surtout fournir une super qualité de service. Tu vois. Tu mets ça tout de suite dans ta culture, en fait. Ouais, ouais. Hmm. Là, j'écoutais un autre podcast dans la voiture. Il disait tu as un ticket qui arrive, tu rappelles. Ouais. Tu rappelles le gars. Ouais, j'ai bien reçu. Bon, là, on n'est pas trop dispo, mais j'ai mis Michel sur le coup. Dès qu'il termine son truc, il s'occupe de vous. J'ai bien compris que c'était urgent. Tac, tac, ok. Ouais, ça rassure, c'est clair. C'est le genre de choses, l'incertitude chez les clients, c'est un truc Et ouais, que tout le monde déteste, quoi. Mm. Quand on a un problème informatique, on peut vite perdre ses nerfs. ouais, ouais, ouais. Donc, Souvent, des fois, il y a des exemples où toi, tu as un client qui a eu un gros problème et tout. Tous tes textes sont mis dessus et tout, machin. Voilà, ils ont mouillé la ils chemise, ont quoi. mouillé la chemise, tout. Mais Tac, les clients ils n'est pas au ont, courant. hop là, pendant 2 heures et tout, ils ont résolu. Tac, et après, c'est bon, ça remarche et tout. Puis en fait, pendant 2 heures, ils n'ont pas prévenu le client. Et en fait, au bout de 2 heures, le client, il n'est pas content, quoi. Ouais, c'est ça. 2 heures d'interruption, ouais, pas tenu au courant, rien. Ouais, alors que, en fait, t'as cravaché derrière, quoi. Il Ouais, le sait ouais, pas. ouais. Et juste Voilà. travailler sur sa communication peut changer totalement ta relation client et changer aussi le fait de gagner de nouveaux clients parce que si tu reçois un ticket urgent, qu'il y a une interruption, qu'on te rappelle et qu'après on te fait le compte rendu de peu près ce qui a été fait pour résoudre ça Mhm. sans rentrer trop dans la technique, mais bien voilà, on a mobilisé 2 3 personnes par exemple pour résoudre ce problème, bah tout de suite tu envoies une image forte de service de qualité. J'ai eu un problème, ils ont été là tout de suite pour moi et tu as envie de les recommander beaucoup plus. Alors qu'à travail égal, si tu n'as juste pas fait cette première étape de bien communiquer avant et après, bah Ouais, ouais, c'est clair. ça se sait pas et Et tu vois, ça ça, crée c'est de la des frustration. trucs qui sont dans tes mains. Ouais, ça tout le monde peut C'est le pas faire. compliqué. Hein, c'est vraiment très simple. Donc, tu peux rappeler le mec quand il te fait une demande, et Et tu puis peux le tu peux le déléguer. rappeler pour lui dire que son problème est résolu. C'est ça, exactement. Écoute, c'est simple à faire. Mm. Ouais, excellent, excellent. Ok, dernière question, Thomas. Qu'est-ce que tu dis aux patrons qui, même après avoir vu tout cet épisode, toutes ces questions, veulent quand même garder le contrôle sur absolument tout? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire là, à eux? Eh ben, je leur dis que ça va être compliqué pendant les vacances, quoi. Après, il y a un moment, il faut quand même lâcher prise si tu veux pouvoir voilà, partir en vacances, si tu as même un petit problème de santé, je sais pas. Mais c'est important d'être sûr que la boîte tourne sans toi. Donc, Mm. voilà. Et c'est bon pour la santé mentale aussi. Hein. Ouais, c'est ça qui te permet d'aller plus loin. Puis, bah, tu crées ta boîte, c'est aussi pour que elle soit là pour toi aussi, d'une Bien certaine sûr. façon. Faut pas être esclave de sa boîte. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Thomas, pour toutes ces réponses. Bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis aller voir notre communauté pour les MSP. Tu en as parlé, Thomas. C'est un point qui est super important, la communauté. Bah ouais, je pense que c'est super important d'échanger. C'est là où tu récupères des expériences, des bonnes pratiques. Et donc, bah, c'est pour ça qu'on a créé une communauté pour que les gens puissent venir. On leur met à dispo des ressources, mais c'est surtout un endroit où ils peuvent discuter, échanger entre confrères librement. Parfait. Bah, profitez-en, le lien en description de la vidéo. Merci. Merci à toi.